Alors cette proposition a été présentée au Parlement européen, a été présentée aux États plusieurs fois, elle a été rejetée jusqu'au 4 juillet dernier. Et puis le Parlement devait voter, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais le vote a eu lieu mercredi dernier, et grâce à Dieu, les députés européens, dans leur grande sagesse, ont voté contre cette proposition par une majorité quand même relativement nette, 389 contre la proposition et 235 pour. En fait, la question était négative, c'est pour ça qu'il y a plus de gens en vert qu'en rouge, mais donc c'est remis à une date ultérieure, on ne sait pas ce qui va se passer maintenant. En tout cas, cette définition absurde qui a été critiquée, on a signé des pétitions dans le monde, dans les grands journaux scientifiques, ne va pas être retenue pour l'instant. Donc, pour l'instant, on ne peut pas trop compter sur la régulation et les agences régulatrices. Vous ne pouvez compter que sur vous pour vous informer. Moi, à mon petit niveau, j'essaye d'informer les gens et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vous invite à feuilleter des magazines comme Que Choisir ou 60 millions de consommateurs qui ont fait au printemps dernier des numéros spéciaux sur les cosmétiques, les shampoings, etc. Pour savoir ce qu'il est bon ou pas bon d'acheter. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous pouvez aussi regarder des tas de sites internet où vous allez trouver de l'information intéressante. Méfiez-vous quand même des grands sites de l'industrie chimique qui vont vous dire exactement le contraire de ce que je viens de vous dire. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, d'avoir un moment d'échange, de questionnement. Et n'hésitez pas, vous levez la main, je ne veux pas vous voir. Je vous donne le micro bien volontiers. Pourquoi les pyrétrinoïdes sont-ils toxiques alors que les pyrètres naturels ne le sont pas? Ah, ça c'est une bonne question. Les pyrètres naturels sont très instables, fragiles, détruites par les UV très facilement, mais les chimistes, ils ont simplement copié la molécule et puis ils ont rajouté des radicaux qui les ont rendus moins fragiles. Donc c'est très simple en fait. Ils les ont rendus un peu plus résistants à la dégradation. Donc du coup, moi j'avais une question sur la pilule. Et du coup, comme c'est un perturbateur endocrinien de fait, je voulais avoir votre avis sur les autres effets nocifs ou voilà, ce que vous en pensiez en tout cas. Écoutez, là j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai pas de données en fait. La pilule, ça fait quoi? Généralement, ça fait monter les niveaux d'estrogène et le résultat, c'est que ça va bloquer les cycles parce qu'on n'a pas de chute d'estradiol qui se produit normalement après l'ovulation. On a une chute d'estradiol et puis la progestérone qui monte et voilà. Donc ça ne se produit pas et donc vous êtes en anestrus permanent. C'est le but de la pilule en fait. Alors maintenant sur les conséquences, alors effectivement il s'agit d'une perturbation endocrinienne massive, parce que dans le temps où on prenait les pilules mini-dosées, c'était quand même des doses d'éthénylestradiol, surtout de l'éthénylestradiol, assez fortes. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'article scientifique qui montre un effet très visible, très significatif sur les jeunes femmes qui prennent la pilule ou qui ont pris la pilule au cours de leur vie. On n'a pas de données là-dessus. Moi, j'ai regardé pas mal la littérature pour voir si je trouvais quelque chose et j'ai rien trouvé. Alors maintenant, les pilules ont changé. On a vu les pilules mini-dosées, micro-dosées, et puis maintenant, on a les pilules au progestagène, avec les pilules première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération qui ont été retirées parce qu'elles étaient un peu dangereuses. Et on n'a pas de recul là-dessus parce que ces progestagènes qu'on met dans les pilules contraceptives, il se trouve que notre laboratoire, et mon équipe en particulier, on a beaucoup travaillé dessus. Ce sont des molécules extrêmement complexes qui ont des effets qui sont capables de faire tout et le contraire de tout sur les cellules. Une cellule, ça a trois choix. Une cellule qui existe dans votre organisme, elle a trois choix. Elle peut mourir, elle peut proliférer, ça va donner un cancer éventuellement, ou elle peut se différencier et garder son état différencié.
Et la plupart de ces molécules, estradiol et progestagène, sont capables de faire ces trois choses-là, en fonction du contexte, de la dose, du contexte physiologique, etc. Donc c'est extrêmement complexe. D'où dans notre laboratoire, on a montré qu'une partie des progestagènes qui sont mis dans les pilules contraceptives de dernière génération sont transformés en estrogènes dans les organismes. Donc on revient à la situation de départ, mais ça, l'industrie pharmaceutique ne le sait pas, parce qu'ils n'ont pas travaillé là-dessus. Souvent, les médicaments sont mis sur le marché de manière un peu trop rapide. Alors évidemment, ils ne peuvent pas tout regarder. Nous, dans les laboratoires, on cherche, on creuse, on essaye de trouver des choses. C'est pour ça qu'on est payé. Et donc, nous, on a vraiment décrit ça. On a publié plusieurs articles. D'ailleurs, moi, j'ai reçu des coups de téléphone de gynécologues ou de gens comme ça qui voulaient avoir des précisions. Donc maintenant, ça ne semble pas tuer les gens, en tout cas rapidement. Mais... Mais je veux dire, moi je ne m'inquiéterais pas trop quand même, parce qu'on commence à avoir du recul sur la pilule, y compris les pilules très très dosées, qui ont été prises dans les années 70, au moment où la pilule a vraiment émergé dans nos sociétés, quoi. Donc, bon, vous inquiétez pas trop, continuez à prendre votre pilule. Ou sinon, après, vous avez d'autres techniques, vous les connaissez mieux que moi. Merci beaucoup pour vos explications. Est-ce que j'ai bien compris que vous n'aviez pas fait toutes les études en corrélation entre les contraceptifs et tout ce que ça peut générer de dysfonctionnement, mais il y a une question qui me taraude depuis quelque temps. Est-ce qu'il y a un lien? Parce qu'on s'est aperçu que de plus en plus de gens jeunes faisaient des AVC. Et je me demandais s'il pouvait y avoir un lien entre les pilules contraceptives mini-dosées et les effets dévastateurs sur le cerveau. Alors peut-être que vous n'avez pas fait la recherche. Non, moi je n'ai pas travaillé là-dessus. Moi je n'ai jamais travaillé sur des populations humaines. Je faisais que des études sur des animaux. La question est très pertinente parce qu'un des effets des estrogènes et un site d'expression très important des récepteurs aux estrogènes, c'est les parois des vaisseaux sanguins. Donc il n'est pas impossible que des pilules avec soit des estrogènes, soit des progestagènes qui sont capables d'être transformés, comme je l'ai dit, quelquefois en estrogènes dans certaines situations, puissent avoir un effet. Maintenant, c'est toujours la même question. Comment prouver le lien entre des cas qui restent quand même des cas isolés? C'est pas massif, c'est une augmentation, c'est une tendance, mais c'est comme toute la problématique des perturbateurs endocriniens, comment prouver le lien de cause à effet. Et ça, c'est du pain béni pour les industries pharmaceutiques ou les marchands de produits chimiques. C'est comment faire le lien, et dans la plupart des cas, on ne peut pas le faire, donc ils arrivent avec leurs avocats et disent « montrez-moi que c'est ça qui a provoqué ça », et puis vous êtes incapable de le dire, et voilà, c'est enterré. Surtout que quand vous pouvez présenter un avocat, eux, ils peuvent en aligner 200. J'ai une question sur l'équité entre hommes et femmes. Est-ce que dans ces perturbateurs, l'un ne pourrait pas être, pour la génération qui vient, l'équivalent de la pilule pour les femmes pour stériliser les hommes, qu'on leur passe le relais? Ça, c'est une bonne question. Il y a eu des tentatives, et d'ailleurs, il y a des produits sur le marché qui sont capables de bloquer la spermatogenèse, et c'est même réversible. Il y a eu une époque, moi j'ai vécu au Canada, quand je vivais au Canada, il était très courant que les hommes se fassent couper les spermiductes de manière à éviter de féconder leurs femmes. Ces méthodes existent, elles ne sont pas hyper utilisées, souvent par ignorance, souvent par sexisme primaire aussi, mais la question est très pertinente. Mais là, on sort largement du cadre de la conférence. C'est un problème éthique. Alors, il y a des gens qui proposent des solutions. J'ai été à plusieurs congrès où on parlait de ça. Mais il n'y a aucune méthode qui se soit imposée vraiment pour la fécondation masculine. Mais bon, vous avez raison, c'est certainement une injustice. Mais bon, vous savez aussi bien que moi comment ça se passe. Oui ? Que pensez-vous de ce qui se passe avec le lévothyrox actuellement? Parce que j'avoue que je n'y comprends moi non rien. plus. Alors moi non plus, c'est vraiment une énigme. J'ai regardé un peu la composition des capsules avant et après.
il n'y a pas d'explication scientifique rationnelle à ces problèmes qui sont visiblement pas de l'imagination. Il y a quand même beaucoup de patientes c'est surtout des femmes. Hein. En France, c'est 80% des troubles des hormones thyroïdiennes, c'est chez les femmes. C'est très sexuellement dimorphique. Donc encore une inégalité, vous allez me dire, mais bon, ça c'est la nature qui l'a faite comme ça. Hein. Mais j'ai pas d'idée, non, je ne peux pas vous dire. Alors j'en profite que j'ai le micro. Moi, je voulais revenir sur une de vos diapositives. Vous évoquiez les facteurs environnementaux. Et puis, vous ne l'avez pas vraiment développé, ou en tout cas, je n'ai pas bien fait attention. Je prends pour exemple ce qui peut se passer avec les abeilles, où on a une différenciation justement de leur rôle ensuite dans la ruche en fonction de facteurs environnementaux, notamment les conditions de chaleur, de développement. C'est des effets épigénétiques qui déterminent le sexe chez les abeilles, oui, vous avez tout à fait raison. Bon, maintenant, est-ce que nous, au niveau des humains, on a constaté aussi, ou est-ce qu'il y a des études justement sur ces facteurs environnementaux qui pourraient accentuer ou non les perturbateurs? Sur la diapositive en question, c'était la diapo sur l'épigénétique, j'imagine. Donc j'avais marqué facteurs environnementaux, mais on doit comprendre là facteurs environnementaux de la cellule. Hein, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de la cellule ou éventuellement dans la cellule, autour de l'ADN. C'est ça que ça voulait dire facteurs environnementaux. Et ça comprend des facteurs chimiques, ça comprend par exemple des effets liés au stress, comme des augmentations de cortisol qui peuvent affecter effectivement ces marquages épigénétiques. On sait bien que des surexpositions au cortisol, c'est pas très bon à long terme, quoi. Donc c'est des mécanismes comme ça. Je ne parlais pas d'effets environnementaux au sens effets naturels, etc. C'était environnement cellulaire. L'environnement cellulaire, c'est tout. Hein. C'est ça qui va faire que la cellule va faire telle ou telle chose. Oui, croyez-vous possible un changement dans la posture des pouvoirs publics vis-à-vis de ces perturbateurs endocriniens? Je trouve personnellement la situation désespérante dans la mesure où on a le ministre de la Santé qui est scientifique, apparemment qui est reconnu dans son milieu. Donc, pensez-vous qu'il y ait une perspective d'amélioration, ou est-ce désespérant? Je suis un peu d'accord avec vous, c'est un peu désespérant. Mais ça l'est moins en France que dans beaucoup d'autres endroits. Je vous ferai remarquer que la France a pris des décisions unilatérales qui lui valent d'ailleurs le droit de payer des amendes considérables à l'Union européenne parce qu'on ne respecte pas les règlements européens quand on décide que le bisphénol A est interdit dans tous les produits alimentaires. Donc la France est courageuse sur ce plan-là. On a aussi interdit un certain nombre de molécules de type néonicotinoïdes, alors qu'on est les seuls à avoir fait ça en Europe. Et on paye des amendes, encore une fois. Donc je pense que on ne peut pas trop se plaindre. Ségolène Royal a fait ce qu'elle a pu. Elle a mis beaucoup de pression au niveau de l'Europe. Je ne sais pas pourquoi Nicolas Hulot a changé de posture et a voté en 4 juillet en approuvant cette définition qui finalement n'a pas été votée par le Parlement européen. Je l'ignore, mais vous savez, ces gens-là sont soumis à des pressions considérables. Les industriels, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au ministère et ils disent « Attention, si vous faites ça, vous allez avoir 500 chômeurs en plus. » ou 10 000 chômeurs en plus. L'industrie des pesticides, c'est quelque chose de considérable. C'est 60 milliards d'euros par an. Hein, donc il faut voir que c'est vraiment la lutte du pot de terre contre le pot de fer, quoi. Ah, ben la maladie, il a un coût. Ça a d'ailleurs été évalué. En Europe, c'est 152 milliards d'euros hors cancer, parce qu'on n'est pas certain pour le coût d'évaluer des perturbateurs endocriniens sur tous les troubles que je vous ai décrits, hors cancer, parce que le lien avec les cancers n'est pas vraiment bien fortement établi, sauf exception, chlordécone et cancer de la prostate aux Antilles, par exemple. Là, il y a un lien avéré. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas vraiment de lien avéré. C'est très compliqué, un cancer. Donc, je pense que les pouvoirs publics vont changer d'avis, mais ceux qui vont sûrement les faire changer d'avis, c'est les électeurs. Si les électeurs se mobilisent et disent au pouvoir public on veut des réglementations et là on les veut tout de suite, eh bien ils vont être obligés de les mettre en œuvre. Vous savez bien comment c'est un homme politique, ça ne demande qu'une chose, c'est être réélu. Donc pour être réélu, il faut que les électeurs soient contents. Alors les agriculteurs, effectivement, il y en a certains qui sont pieds et moins liés avec l'industrie dite traditionnelle, c'est-à-dire chimique.
Et oui, oui, non, mais ça change, ça évolue, ça évolue. Et là, sur le glyphosate, la France a quand même une position aussi qui est tout à fait inverse de celle de beaucoup de pays européens, c'est-à-dire qu'ils proposent une interdiction à l'horizon de 2022, je crois. Oui, non, mais c'est déjà... Il faut quand même donner le temps